Bonjour à tous, merci d'être là. Je ne sais pas qui était là à ma précédente session, du coup je vais faire vite sur qui je suis. David Lézé, je suis rennais. Alors là c'est pas à Rennes, hein. J'aimerais bien, ce serait cool, mais ça me rappelle que j'ai envie d'y retourner. Je suis Scrum Master, parce que magicien à plein temps ça n'existe pas. Je travaille pour S2I, je les remercie de me permettre d'être ici. Je suis aussi actif que possible sur la communauté Agile Rennes. On fait plein de choses, des meet-ups, des confs, l'organisation d'Agile Tour Rennes, c'était il n'y a pas longtemps, c'était cool. Je fais aussi de la formation et du coaching pour d'autres clients. Avant, j'avais un vrai métier, j'étais développeur front, Angular notamment, et j'ai une grosse appétence pour tout ce qui est automatisation, industrialisation, et tous les trucs en on. Et accessoirement, j'ai 2 enfants qui me prennent tout le temps restant, parce que j'essaye de les éduquer correctement. Et ça, c'est vachement plus dur que mon boulot, en fait, en vrai. Je voulais vous parler d'un truc. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle? Cool. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sur Scrum ou qui ont déjà été sur Scrum? On est pas mal. Moi, je vais vous parler de comment j'ai débarqué sur Scrum. En gros, ça s'est passé à peu près comme ça, avec un commercial qui m'a dit tu vas rejoindre un projet, les technos c'est ça, 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 le fonctionnel c'est ça, et puis à toute fin, au fait, c'est en Scrum. Alors Scrum c'est comme avant, sauf qu'il y a une petite réunion debout le matin et une démo toutes les 2 semaines. Café? Non, 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 on peut pas dire ça. Globalement, il y a une vérité, c'est que, bah ouais, être agile ça s'apprend. Alors, vous allez me dire, ouais, mais c'est le boulot du Scrum Master, du coach agile et tous ces trucs-là. Ouais, en effet, il faut bien qu'on me paye. Mais c'est aussi le boulot des autres agilistes. Si vous êtes un équipier agile expérimenté sur une équipe où il y a des débutants, c'est à vous de les accompagner, de leur montrer l'exemple. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est un petit tour d'horizon sur toutes les compétences, tous les comportements, tout ce que moi, à titre individuel, j'attends de mes équipiers agilistes sur mes projets. Alors en 1, c'est mon premier commandement, la maîtrise technique. Parce que quand on livre un incrément de produits opérationnels toutes les 2 semaines, si vous mettez 5 jours à savoir comment faire le truc et 5 jours à le refaire parce que vous l'avez mal fait la première fois, vous n'avez pas livré grand-chose. Donc c'est bien, hein, les process, tous les soft skills, on va parler de plein de trucs après. Ça ne sert à rien si vous n'avez pas un socle technique. Ce que je dis là, d'abord, concentrez-vous sur la tech. Devenez des bons techniciens, capables de plier des tâches, et après, bossez sur le reste. Alors je ne suis pas le seul à le dire. Il y a un mec qui s'appelle Martin Fowler. Il a coécrit le manifeste agile, plein de bouquins de référence sur le sujet. Donc en termes de légitimité, bon, il est un peu en dessous de moi, mais ça va. Et il a fait une keynote en Australie en août, où il disait notamment, alors le premier truc c'est qu'il met un tacle sur trop de process, sur safe, etc. Mais le deuxième qui m'intéresse, c'est ça. Augmenter l'importance de l'excellence technique. Après, il dit préférer aussi l'approche produit à l'approche projet. Je ne peux pas être plus d'accord avec ça. Mais surtout, soyez des bons techniciens d'abord, et après, appliquez le reste. Un bouquin que j'adore pour bosser ça, je ne sais pas si vous connaissez ça, Extreme Programming, c'est pas tout jeune. Ça a été écrit par Ken Beck, donc ça c'est la 2e édition, ça date de 2003. Je l'ai relu cet été sur la plage, près de Brest. J'étais motivé, entre 2 tornades. Franchement, c'est brillant, en fait. Il y a plein de choses là-dedans qui parlent aux techniciens. Moi, je fais plus de tech, ou quasiment plus, mais ça va vraiment être comment on fait du software en tant que développeur, comment on le fait bien, tout ce qui est TDD, tout ce qui est pair programming, tout ce qui est toutes ces notions-là sont résumées là-dedans, et c'est un très très bon bouquin à lire pour bosser ce domaine-là. Alors le 2e commandement, savoir aimer, c'est une blague avec ma femme. Hein. J'ai fait ce slide dans la chambre à coucher.
Elle était fan de Florent Pagny, ou elle l'est toujours, mais je l'assume pas. Vous pouvez dire aimez-vous les uns les autres si vous préférez Saint-Jean à Saint-Florent. En dehors de la blague, c'est vraiment un des trucs les plus importants dans une équipe agile. Le respect mutuel, l'écoute des autres, l'envie d'apprendre à connaître et à comprendre les gens avec qui vous bossez. Si vous n'avez pas envie de faire ça, si vous préférez bosser en silo, devant votre PC, avec une cloison de chaque côté, bah, fuyez l'agilité en vrai. Allez faire du waterfall, etc. Et il y a des trucs très bien, on fait des super produits. Hein. Mais juste, l'agilité, c'est pas fait pour vous en fait. Typiquement, il y a des choses à développer. J'en parlais tout à l'heure en termes de soft skills. C'est un mot à la mode, je l'aime pas spécialement, mais on comprend ce que ça veut dire. Genre l'empathie. C'est pas la première qualité de n'importe quel développeur. Les développeurs ont plein de qualités. Celle-ci, c'est pas celle que je trouve directe quand j'embauche un dev. Hein, quand je pose les questions et au niveau empathie, ouais, c'est qui dit lui. Donc bah ouais, il va falloir bosser ce genre de choses. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent. Si vous n'avez pas de lien entre les gens, vous avez un groupe de personnes, au mieux une équipe. En aucun cas, vous aurez une équipe agile. Un bouquin pour bosser là-dessus. Alors désolé, il y a plein de références qui sont en anglais parce que on traduit pas tout. Et ça, c'est pas traduit. C'est un mec qui s'appelle Michael Ventura, qui est le fondateur d'une boîte qui s'appelle Subrosa aux États-Unis, et qui a pas mal bossé sur l'empathie. En fait, c'est le modèle de sa boîte. Il utilise l'empathie pour accompagner ses clients. Genre Nike, voilà, les mecs qui pèsent. Le style est un peu lourdeau. Il m'écoute pas, je peux le dire. C'est un Américain, quoi. Il en fait des caisses. En plus, il parle de sa boîte. En revanche, il a fait un truc vachement intéressant. Il a théorisé l'empathie. Parce que moi, au début, pour parler d'empathie, je galérais un peu. Et du coup, ça m'a pas mal aidé. Il a notamment créé un jeu aussi, les Empathy Cards, qu'il faut que je me procure pour bosser avec mes équipes, même avec ma femme. En gros, comment lancer des conversations intéressantes, profondes, basées sur l'empathie, en utilisant des cartes à jouer. L'équipe avant l'individu. OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre son énergie, sa motivation, ses compétences au service de l'équipe. Quand j'ai un mec brillant dans mes équipes, ce que j'attends, c'est qu'il fasse rayonner l'équipe. Vous pouvez avoir l'anti-pattern, le mec qui va éclipser tous les autres. C'est-à-dire que vous avez un mec brillant et tous les autres. OK. Alors soit le mec il arrive à tout faire, admettons, mais je pense que les autres ils vont pas bien le vivre. Soit, aussi brillant qu'il soit, si c'est une équipe avec 6 devs, il abattra jamais le taf de 6 personnes. Il est là pour aider et faire rayonner les autres. Ça veut dire faire preuve d'abnégation. Ça veut dire aussi que le succès, il est collectif et il n'est pas individuel. Et ça, en France, c'est un peu chaud. Parce que tous autant que vous êtes évalués individuellement. À la fin de l'année, vous avez un EA avec un manager qui vous dit est-ce que vous avez bien travaillé, est-ce que vous avez bien travaillé, vous avez une augmentation. Ouais, mais moi, mon Scrum Master, il m'a dit que le succès, c'était l'équipe. Ouais, sauf que les augmentations, elles ne sont pas à l'équipe. Ça demande au Scrum Master, au coach agile qui vous accompagne, de travailler avec les managers là-dessus pour que, si l'équipe marche, les gens soient rétribués comme il se doit. Et comment savoir si vous avez réussi? J'aime bien dire ça. Regardez les gens. À la fin d'un sprint, il n'y a pas besoin d'un burn down chart pour savoir si ça s'est bien passé. Si vous levez les yeux et que tout le monde tire la gueule, généralement, c'est que le sprint, c'est pas un succès. En revanche, si ça commence à taper dans les mains, à faire des dabs dans tous les sens, et à dire « la démo, c'est moi !» on a plus de chances que le truc il se soit bien passé. Et en fait, c'est hyper important. J'en parlais tout à l'heure. On parle de célébrer les succès, etc. Mais votre boulot, s'il est bien fait, ça se reflète dans les yeux des gens avec qui vous le faites.
Ils n'auront pas le même regard sur vous, en fait. Et c'est hyper frappant. Je veux dire, il n'y a rien qui m'énerve plus que d'avoir des regards fuyants, de ne pas trouver si je fais écho dans les gens. Et vous devez chercher ça, en fait. Il y a un bouquin super inspirant sur comment devrait marcher une équipe. C'est un capitaine de sous-marin américain qui a écrit ça. C'est un must-read, hein. Franchement, là, pour le coup, l'anglais n'est pas trop pénalisant. C'est 120 personnes bloquées pendant 2 mois, tous ensemble dans un sous-marin. Toutes les chances pour que ça se passe mal, en gros. Et ça se passe super bien parce que ils ont développé une manière de travailler, ils ont travaillé sur le leadership, ils ont travaillé sur plein de choses. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur ma manière de bosser, ma manière d'accompagner les équipes. Et je vous le conseille vraiment fortement. Alors, comme il y a des devs, on va parler un peu de technique quand même. J'ai une devise. Quand il y a un truc qui est chiant, la première chose à faire, c'est essayer de le supprimer. Si vous ne pouvez pas, la deuxième chose à faire, c'est essayer de l'automatiser. Si vous ne pouvez pas, vous filez ça à un stagiaire. Non, je déconne. J'ai encore des problèmes. On a des stagiaires très bien chez S2I. Je dis n'importe quoi. Non, vraiment. Les tâches répétitives et rébarbatives, c'est un calvaire. Enfin, qui aime déployer sur un serveur de qualif? Surtout quand le truc c'est manuel, que ça met 2 heures et qu'on le fait tout le temps. Globalement, qui aime faire des tests de non-reg? Alors je ne fais pas lever les mains, mais je suis quasi sûr que j'ai pas grand monde là. C'est chiant, on va pas se mentir, c'est pénible. Mais c'est cool, parce qu'il suffit de les coder. On les code une fois, on met ça sur une intégration continue, et puis après, à chaque fois qu'on pousse du code, c'est fait. Si vous avez un chef qui vous demande des rapports, bon, je ne suis pas un grand fan des rapports, bah c'est pareil, hein, vous automatisez, on sait faire. La doc, il n'y a rien de plus pénible. Automatiser, une fois, plié. Alors je parle même pas des tests, hein. TU, TI, normalement ça devrait être un must-have sur tout projet agile. Comment vous faites si on pourrait être sûr que ça marche? Vous retestez tout? Il y a une équipe qu'on a accompagnée, ils faisaient des sprints de 2 semaines. À la fin du sprint, il leur fallait 2 jours pour tester toute l'appli. 2 jours. 2 semaines, 2 jours. Perdez 2 jours de production, de création de valeur, juste pour tester. Ils ont investi sur l'automatisation, sur tout ça. Maintenant, il leur faut 2 heures. C'est un petit peu mieux. Et accessoirement, en fin de sprint, bah, ils ne tirent plus la gueule. Parce que quand la fin du sprint arrive, oh non, ça va être les tests. Je suis malade. Ouais, j'ai un autre exemple. Quand je suis arrivé sur mon projet actuel, pour déployer la base de données sur l'environnement de Qualif, il fallait 2 heures. On faisait ça 3 fois par jour. 6 heures par jour pour envoyer une mise à jour de la structure de la base de données sur la qualification, chez nous en interne. C'est une grosse équipe, il y a 10 devs. Du coup, ça tournait, c'était pas toujours la même personne qui se tapait la contrainte. C'était un peu dilué. La problématique était un peu diluée. Et moi, j'ai posé la question, ça vous intéresse de faire ça? Bah non, on n'a pas le choix. Bah si, en fait, vous avez le choix. On a bossé, on a fait un script de BDD réutilisable à l'infini, qu'on peut passer autant qu'on veut. Puis après, j'ai pris 3 minutes pour faire un job Jenkins. Maintenant, c'est plus 2 heures, c'est 30 secondes. Donc, les 3 fois par jour, on est passé de 6 heures à 90 secondes. C'est pas trop mal. Il y a encore moyen de faire mieux, évidemment. Et l'important, c'est ça. C'est ça qu'on cherche à faire sur des projets agiles. Apporter de la valeur métier à nos clients. Quand je vais voir un client et je lui dis, bah là, maintenant, il faut qu'on fasse des tests manuels ou il faut que on aille produire un rapport sonar, etc. Je fais, mais de quoi tu me parles? Moi, je veux des fonctionnalités. Je m'en fiche de ton sonar, là. Ouais, mais c'est important pour moi. J'ai besoin de savoir si c'est bien codé. Ouais, bah, tu l'automatises. Alors, quelques outils. Jenkins, moi, je l'aime bien. J'ai pas d'action. Mais l'avantage, c'est que c'est extrêmement documenté. Il y a une grosse communauté sur le sujet. Donc, vous trouverez à peu près toutes les réponses sur le net. GitLab et son GitLab CI, si vous voulez avoir un truc packagé où il y a tout. GitLab, moi, je l'utilise pour la partie merge request et code review. Super bien outillé là-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez demander des merge requests à vos petits copains
et faire le code review, annoter le code. Ce ne sera pas dans la code base. C'est GitLab qui rajoute un truc par-dessus. Donc ça ne vous pollue pas votre code base. Et ça permet de faire des échanges de ping-pong entre plusieurs devs et à la fin d'accepter la merge request avec du code qui est clean. Sur Develop, vous n'aurez pas tout ça. Ça aura été fait sur la branche. Du coup, bel outil pour ça. Cypress, je commence à être un peu vieux dans le métier. Avant, j'utilisais du Protractor. C'est un enfer. C'est un enfer parce que c'est indébuggable, c'est très dur à mettre en place. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet de faire des tests automatisés sur un front. Ça simule un utilisateur, ça clique sur les boutons, ça remplit les textbox, etc. Maintenant, il y a Cypress. Les mecs, ils ont fait ça en mieux. Ils ont fait un truc par-dessus Chrome avec un débugger, ça permet de remonter dans le temps. Ça sort un MPEG 4 à la fin du truc qui vous montre juste où ça a été, est-ce que ça a fail ou pas. Hyper puissant. Si vous ne connaissez pas, testez. Docker. Alors, ce n'est pas clairement de l'automatisation, mais ça permet de nous aider sur... J'ai besoin de monter, par exemple, une base à la volée pour faire des tests d'intégration. Je vais monter mon conteneur Postgre, et puis je vais jouer mes scripts, puis je vais faire mes tests, puis derrière, je bute mon conteneur. Je n'ai pas à aller me connecter à une base qui est sur un serveur je ne sais pas où dans l'entreprise, qui est dans un état que je ne connais pas. Du coup, 100% du temps, ça va merder. Là, je la monte de zéro, j'utilise, je trash. Très pratique. Être transparent. Il y a un truc génial avec les développeurs. Ils ont presque toujours fini. T'en es où? J'ai presque fini. 5 jours après, t'en es où? J'ai presque fini. Ok. Et bizarrement, personne n'a jamais de problème non plus. Du coup, c'est bon, t'as pas de problème. Hein. Non. Fin du sprint, tout le monde blanc. Ah David, c'est la merde. Mais non, t'as presque fini, t'as pas de problème. Ouais, mais non, en fait, j'ai pas vu telle complexité, tel truc, machin. Ça va prendre 3 jours de plus. Mauvaise nouvelle, hein, le sprint, il prendra pas 3 jours de plus. Le sprint, c'est une boîte de temps fixée. Il y a un truc qui est fixe en Scrum, c'est ça. Donc, désolé, mais ton US, ça sera pas dedans, et puis on va expliquer au client. Être honnête, c'est être transparent sur ses difficultés. C'est pas grave, en fait, de galérer, de tomber sur un os technique. Ça arrive à tout le monde. On ne sait pas comment on va faire. Donc, ça arrive. Par contre, remontez-le à vos coéquipiers. Remontez ça à votre Scrum Master. Allez dire ça au PO pour que tout le monde soit en phase, en fait. Pour pas qu'on arrive à la démo en disant finalement, on a fait 70%. C'est pas grave de faire 70%, mais il faut communiquer avant. Et potentiellement, quand vous avez une équipe où ça tourne bien, si vous dites là, je vais faire plus un jour. Je suis désolé les gars, j'ai tout donné, mais je vais faire plus un jour. Normalement, il y a un collègue qui fait t'inquiète, moi j'ai fait -1 hier. C'est bon. Et là, ça me permet de faire une super transition. Être transparent, c'est aussi être transparent quand ça marche bien. Typiquement, le truc chiffré à 2 jours que vous avez fait en 2 heures parce que vous avez trouvé une brique technique tip top, ça ne veut pas dire il me reste 1 jour et demi pour faire du YouTube. Je l'ai vu. Je jure, je l'ai vu. Parce que, qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il se passe que, ce que je disais tout à l'heure, que ça s'aligne. Quand on rate les chiffrages vers le haut ou vers le bas, là, ça ne s'aligne plus. Et vous allez exploser tous vos sprints. Donc soyez transparent. Ouais, c'est cool, vous l'avez fait en 2 heures. Généralement, vos coéquipiers, ils vont vous féliciter. Et puis, ils vont vous dire, tiens, moi, je suis un peu en galère, viens m'aider. Et si vous êtes une belle personne, vous y allez. Sinon, vous allez au café. Ça aussi, ouais. C'est pas forcément évident de décrocher son téléphone en tant que développeur et dire à son PO, ça va pas le faire. J'ai essayé, mais ça va pas le faire. Sauf que ça doit être fait. Et vous planquez pas derrière votre Scrum Master. C'est pas son rôle. Et je dis pas ça parce que je suis Scrum Master. Un autre truc, commencez à finir. Alors ça revient un peu à ce que je disais avec le j'ai toujours presque fini. Mais il y a une image que j'aime bien, c'est les équipes de dev, elles ont tendance à courir 35 km d'un marathon, puis en commencer un deuxième. Et un troisième, et jamais rien finir. Finir, c'est compliqué. Moi aussi, j'ai 1 milliard de tâches en parallèle en tant que Scrum Master. Pour finir, il faut un truc qu'on appelle la definition of done. Je ne sais pas si dans toutes vos équipes, vous avez ça. C'est hyper important. Un contrat
sur les tâches, sur les user stories, pour dire, quand j'ai fait ça, ça et ça, c'est fini. Venez pas me demander autre chose, venez pas me demander des tests en plus, de la doc en plus. Si c'est pas dans le contrat, c'est fini. La definition of done, ma definition of done préférée, c'est celle d'un menuisier qui dit une chaise, elle est finie quand il y a un mec qui s'assoit dessus. Moi, c'est ce que je rappelle à mes devs qui ont tendance à prendre un post-it, à le mettre dans la colonne en cours, à faire le dev et dire je fais quoi après? Après quoi? Il reste 3 colonnes là. Tu vas commencer par déployer, tester, valider avec ton PO et passer dans la colonne démo. Et là, tu auras fini. Et puis après, tu iras tout seul choisir une tâche parce que je ne suis pas là pour ça non plus. Accessoirement, ça évite ce qu'on appelle le multitasking. Je ne sais pas si vous connaissez cette courbe. Moi, je l'aime bien vu comme ça. Là, on travaille bien. Là, on a l'impression qu'on travaille beaucoup. Puis on fait de la merde. Look busy. En fait, on perd du temps. C'est super dur. Hein. Je me force à avoir ça en tête tous les jours. Le meilleur rapport qualité de temps, c'est 2 tâches en même temps. Si vous avez une tâche bloquée, vous basculez sur l'autre. Et inversement. Une, bloquée, je ne fais plus rien. 2, nickel. À partir de 3, on descend. On perd du temps. Si vous voulez un bel outil pour ça, ce qu'on appelle un pomodoro, donc la tomate de cuisine en italien. Notre cerveau, il est câblé pour travailler de manière efficace entre 18 et 20 minutes. On devrait faire des réunions de 20-25 minutes. 2 heures, c'est atroce. Mettez-vous ce genre de boîte de temps pendant lesquelles vous débranchez vos notifs, vos mails, votre téléphone, juste vous produisez. Mettez le casque si vous avez besoin de ça pour vous isoler, juste vous produisez. Après, vous prenez une pause, vous reprenez vos notifs, vous répondez à votre WhatsApp, il n'y a pas de problème. Vous verrez, c'est diablement efficace. Celle-là, je l'ai piqué à Fatboy Slim. Je cautionne un petit peu plus la référence musicale que Florent Pagny. Et pour une fois, ça c'est un bouquin en français. Et en plus, elle a été écrite par un Rennais, Laurent Morisseau, pour lui faire de la pub. Alors oui, je suis Scrum Master, j'applique Scrum, etc. Il y a des trucs super chouettes dans le Kanban. Et quand il s'agit de finir des choses, on n'a pas trouvé mieux. Donc, pour travailler sur le WIP, le Work in Progress, les limites, le flux, tiré notamment, je vous invite à lire ça. C'est extrêmement enrichissant. Et n'hésitez pas à piocher des trucs. On parle souvent de Scrumban. On fait du Scrum et on applique du Kanban. Ça fait un Scrumban. Moi, j'aime bien. Je ne suis pas un ayatollah. Et vous allez augmenter votre productivité avec ça. Tac. Respecter ses engagements. Alors, pareil, quand je fais des formations en Scrum, j'explique aux gens que pendant un sprint planning, l'équipe s'engage sur un objectif. Alors, dans la version antérieure du Scrum Guide, on s'engageait sur une liste de stories. Ce qui était plutôt une mauvaise idée parce que du coup, on ne pouvait pas faire varier le périmètre. Du coup, je me suis engagé sur 30 stories, j'en ai fait 29 parce que mon sprint il est foiré ou pas. Je vous laisse juge. Moi, je pense pas, si j'ai respecté et que la 30e, c'était un truc anecdotique. La plupart des frameworks, du coup, que ce soit Scrum, XP, etc., proposent de chiffrer en équipe. On se met autour d'une table, on analyse les stories et on pose un chiffrage ensemble. Via un poker planning, via tout ce que vous voulez, vous prenez un tableau, vous mettez des colonnes, vous hiérarchisez. Il y a plein de méthodes pour faire ça. Mais pourquoi on fait ça? Juste parce que si vous avez le lead dev qui chiffre pour tout le monde, ça c'est 2 heures, ça c'est 4 heures. Derrière, le junior, il arrive, prend la tâche, il regarde le truc, fait 2 heures. Jamais de la vie. Bah, t'as qu'à le faire, toi, en 2 heures. Moi, je prends 8 heures pour faire ça, quoi. Donc, moi, j'ai jamais accepté 2 heures. Le fait de le faire tous ensemble, et on essaie d'avoir un chiffrage qui fait un consensus. C'est-à-dire que le lead dev, ouais, il va peut-être le faire en 2 heures. Mais on va peut-être le mettre en 4 pour que tout le monde soit capable de le faire en 4. Et globalement, si c'est le lead dev qui le fait, bah, il fera vraiment 2 heures et on gagnera 2 heures, on va dire, dans le pot commun. Et quand le junior va prendre une tâche de 4 heures et qu'il va faire 6, on dépile le pot commun et on est toujours bon. Sauf que si vous explosez tous vos chiffrages, il y a un moment, vos coéquipiers ne vous feront plus confiance. C'est-à-dire que
allez avoir le daily meeting le matin, il y a un mec qui va prendre une tâche avec un chiffrage, et tout le monde va faire... Il va encore faire x3. Là, vous avez perdu la confiance de l'équipe. Donc vraiment, il faut travailler sur ça. Si on a un chiffrage, il faut que tout le monde puisse le respecter. Et globalement, chiffrer en heures, en point d'effort, en point de complexité, en taille de t-shirt, on s'en cogne. Hein. L'idée, c'est tous ensemble pour être capable de s'engager. Ça marche même avec du no estimate. Si tout le monde est concentré à essayer de faire de son maximum, ça marche. C'est juste la notion d'engagement. Il y a un petit outil pour faire ça. C'est sur 1, 2, 3 sprints, notez vos chiffrages pendant les sprint planning. En gros, qu'est-ce que j'ai dit sur les différentes US? À la fin des sprints, notez le réalisé, ce que vous avez vraiment fait. Et après, faites les écarts. Si vous voyez que vous êtes toujours à plus 2, bah, ajustez-vous en fait. Quand vous pensez 4, dites 6. Et petit à petit, si tout le monde fait ça, on va aller vers des chiffrages plus justes. J'adore cette image. Une pierre angulaire de l'agilité, c'est l'amélioration continue. On en parle beaucoup. Faites de l'amélioration continue. Ouh. Ouais. Et pour faire ça, on a besoin de feedback. Et le feedback, c'est un truc compliqué parce que personne ne sait en donner. Le négatif, la plupart du temps, on le fait mal et on braque les gens. Eh hey Michel, ouais, c'est de la merde. Ouh. Ok, développe. Si vous voulez faire un bon feedback, soyez le plus factuel possible. Michel, dans ce code, la complexité cyclomatique, elle est de 32. Je pense que tu as moyen de faire mieux. Un peu différent, vous voyez, la manière de faire. Là, Michel, il va faire ah ouais, sûrement. Mais par contre, moi, j'ai déjà fait de mon mieux. Est-ce que tu peux venir m'aider? Bah ouais, grave. Fin de séance de pair programming, on va lui expliquer à Michel que depuis 10 ans, on a inventé autre chose que les imbrications de boucle fort. Et que potentiellement, il y a vraiment moyen de faire mieux. Accessoirement, il aura progressé. Et vous aurez réussi à faire passer votre message. Parce que ça va vous énerver à force. Si, quand il continue à faire ces trucs moches, vous lui faites passer le truc, mais que ça ne rentre pas. Donc bossez vos feedbacks, parce que ça vous fera du bien à vous. Le feedback positif, je vous la fais courte, on ne le fait pas. On est en France, on adore râler, on adore dire ce qui ne va pas, on ne dit jamais ce qui va bien. Hein. C'est passé sous silence. Bah faites-le. Faites-le. Et par pitié, quand vous recevez du feedback positif, ne minimisez pas. J'entends tout le temps de « Ah non, mais c'est normal, c'est mon boulot ». Non, le mec t'a dit c'est cool, c'est bien, je suis hyper content. Bah, juste accepte le cadeau en fait. Merci. Enlevez le c'est normal. Enlevez c'est rien. Juste prenez le cadeau. La preuve, c'est ce que j'écris. Petit outil là-dessus, je ne sais pas si vous le connaissez celui-ci, c'est issu du management 3.0 de M. Jürgen Appelo. On appelle ça des kudo cards. Donc c'est des petites cartes comme ça, ça se voit pas super bien, mais c'est des cartes différentes à chaque fois, qu'il a empilées là sur l'image, pour donner du feedback aux gens. L'action en fait, d'aller chercher ça sur Internet, le template, d'aller l'imprimer, de découper, d'écrire à la main et de donner à la personne, ça a vachement d'impact. Une copine coach agile avec qui je mangeais dernièrement m'a reparlé d'un kudo qu'elle avait reçu il y a 4 ans. Elle a changé 6 fois de boîte depuis. Elle s'en souvient encore. Alors après, il y a deux approches. Soit vous avez une équipe où vous aimez bien le côté démonstratif, bah, collez-les au mur, puis faites un wall of fame. C'est plutôt classe. Et les gens vont s'arrêter devant en fait. Les autres gens de la boîte vont être interpellés, vont dire « Ah, c'est quoi ça ?» Ils vont commencer à lire. Et ça va faire rayonner votre équipe. Soit vous avez une équipe où vous préférez les choses un petit peu plus discrètes. Moi, ça m'arrive de les glisser sous les claviers des gens en fait. Des fois, quand ils font le ménage, « Oh, tiens, qu'est-ce que c'est ? Oh, merci !» Et après, ils communiquent pas. Ils vont pas forcément revenir vers vous pour en parler, c'est pas grave, c'est juste un cadeau. Prochain point, être autonome. Alors si vous avez vaguement écouté ce que j'ai dit au début, là, vous devriez vous dire le mec est complètement incohérent.
il nous avait dit qu'il faut bosser en équipe, c'est le collectif, machin. Maintenant, il nous parle d'autonomie. Ça doit être le vin de Speedy. Ouais, je persiste sur le collectif. En revanche, parfois, ce dont on a besoin, c'est juste de produire. Il y a un moment, quand les sprints font 2 semaines, voire 1 semaine, le sprint d'1 semaine, c'est un truc super puissant, un jour essayé. Si on passe 3 jours à se dire comment, si ensuite tout le monde a besoin de quelque chose et personne produit, là vous allez être dans un mur. L'exemple que je donne là-dessus, c'est quand vous avez une équipe de dev de 8 personnes avec un lead dev et des gens, et que les 7 personnes ont besoin de poser des questions au lead dev pour avancer. Bon, alors déjà, le lead dev, il dev plus. Donc vous enlevez dev de son titre, ce qui est un anti-pattern absolu. Et surtout, bah, vous allez être chez le boucher, en fait, avec les tickets, là. Mais je l'ai vraiment vu, hein, des mecs qui font la queue devant le bureau du lead dev. Vous faites quoi, là? Bah, j'ai une question à poser. Ah ouais. Ok. Bah, quand vous tombez juste, à ce point dans le manque d'autonomie, ça devient compliqué. C'est important, en fait, juste de pouvoir prendre une tâche et de la réaliser. En termes de dev, c'est ce qu'on vous demande. Moi, j'ai un exemple là-dessus. Avant d'être Scrum Master, donc j'étais dev front. Et dev front, on bosse avec des dev back. Je ne vais pas rentrer dans les trolls. Non. Clairement, pour faire mes IHM, j'ai besoin d'API. Dans cette équipe, j'allais voir mon dev back le matin avec mon petit cahier et ma liste de courses. Pour mon IHM, j'ai besoin de ça, de ça, de ça et de ça. Je lui donnais le cahier, le mec mettait son casque, à 11h30, tiens David, c'est sur la plateforme de Qualif. Testé, documenté, jamais un bug. Je vous assure, ça fait du bien. Parce que moi, je sais que à 14h, je peux câbler mon IHM. Passer en mode production. Ouais. Échouer et apprendre. Ça, c'est pourquoi j'ai mis l'ampoule, c'est parce que j'aime bien la citation d'Edison qui dit j'ai pas échoué, j'ai juste trouvé 10 000 façons qui marchent pas de faire une ampoule. L'agilité, ça offre un cadre sécurisé pour échouer. Pourquoi on fait des sprints de 2 semaines? C'est que si jamais on se gaufre sur l'objectif du sprint, on peut l'annuler. C'est quelque chose qu'on fait très rarement. Mais si vous avez une boîte qui doit avoir un time to market très fort, alors vous êtes sur du lean startup, etc., un PO qui donne une direction, un objectif, et qui s'aperçoit que c'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut sur le marché, il peut décrocher son téléphone et dire à l'équipe de dev, non c'est bon, je me suis gouré, ça ce que vous avez fait, on vire, on refait un sprint planning et on repart. De la même manière, les US, pourquoi c'est des petits morceaux de travail de 1 jour, 2 jours? C'est que si jamais vous n'y arrivez pas, vous avez tapé à côté, c'est pas grave, c'est 2 jours de boulot. Faites ça avec un waterfall de 2 ans, avec 10 personnes. Je vous laisse faire les calculs, moi je l'ai fait sur certains projets, ça fait mal. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On n'annule rien du tout. On continue. Non, mais on est passé à côté du marché. C'est pas grave. Non, mais on dépense plein de pognon, là. Ouais, mais on a déjà mis 1 million, alors... on va en remettre un autre, et puis on sera quand même à côté du marché. Un truc top quand vous êtes sur un projet agile. Si vous avez 2 devs qui se battent sur une solution technique, ça arrive tout le temps, ça. Ouais, on va faire comme ça. Mais non, t'es complètement con, on va faire comme ça. Moi, généralement, j'arrive et je dis, faites les 2. Au bout d'un moment, il y en a un qui s'apercevra qu'il a la bonne solution et l'autre va le rejoindre. Déjà, ça évite les conflits. Ouais, vous allez perdre un peu de temps. Parce que la solution B, le mec, il va peut-être y passer une journée avant de s'apercevoir que c'est débile. Ou, du moins, pas aussi intéressant que la solution A. Mais 1, il ne sera pas frustré. Il aura vraiment testé sa solution. Et 2, l'autre mec qui fait le A, il va pouvoir lui montrer, en live, avec du code, pourquoi c'est mieux. Donc laissez échouer exprès. Les gens, ils apprennent comme ça. Quand je suis arrivé dans mon projet actuel, on était au sprint 7. J'arrive, milieu du sprint à peu près.
J'arrive et tout, je commence à faire des dessins, voilà, je suis Scrum Master. La veille de la démo, je regarde le Scrum Board, je fais, putain, c'est marrant, il y a tout qui est en doing. Je connais pas l'équipe, hein. Peut-être ils ont envie de finir à 2h du mat, mais ça me paraît chaud quand même. Je vais voir le dev lead, je fais, tu le sens bien dans ton sprint Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien dit. J'ai ok, rendez-vous demain, 10h, pour la démo. Le mec en panique, oh ouais, mais on pourra rien démontrer. Ok, rendez-vous demain, 10h. On a laissé échouer. On a appelé le client et on a dit, bah le sprint là, c'est un échec. Et le lendemain, on s'est réunis et je vous assure que la rétro, elle a été constructive. On aurait pu sauver le truc, hein. On aurait pu dire, vas-y, on finit à minuit, on écarte tel périmètre, celui-là on le stabilise, on aura quelque chose à montrer. Ouais, mais les mecs, ils auraient rien appris. Ça, c'est ce que je dis à mon fils de 5 ans. Quand il me dit, papa, je me suis trompé. Je me suis dit, et moi je lui réponds, qu'est-ce que tu as appris? Il me dit, bah, j'ai appris qu'il ne faut pas faire comme ça. Je dis, bah, alors tu t'es pas trompé. Tu as juste appris. Puis il n'y a pas que moi qui le dis, hein, ça c'est le modèle de Deming, ça date des années 50, le PDCA, Plan, Do, Check, Act. On fait des plans, on fait, derrière on réfléchit, on ajuste. Il y a un truc que je demande aussi à mes équipiers sur des projets en agilité, c'est d'aimer apprendre. Tout le temps, surtout. D'aimer être challengé, parce que moi je vous assure que je suis une plaie dans une équipe. Je passe ma vie à poser des questions, je passe ma vie à remettre les choses en cause. Alors que des fois les mecs ils ont raison, hein, mais juste par plaisir. Ne pas se reposer sur ses acquis. Parce qu'il y a des gens, ils arrivent, ouais, moi, ça fait 15 ans que je fais du Java, c'est bon, c'est toujours pareil. Non. Déjà, mes problématiques métiers, tu les as jamais vues. En plus, d'un point de vue technique, il y a à peu près 14 frameworks qui sont sortis depuis. Donc, tu es là pour apprendre, et après, tu fais. Il y a un truc que je disais quand j'étais dev, que j'adorais, quand on me demandait c'est quoi ton métier. On galère un peu avec cette question quand on est dev. Je disais, d'abord, je commence mes journées par apprendre comment je vais exécuter ensuite. Je connais pas les problèmes que je vais résoudre. Et deux, généralement, je ne sais pas encore les résoudre. Alors, ça ne veut pas dire faire des copier-coller sur Stack Overflow. Mais le truc, c'est que c'est passionnant, en fait. En tant que Scrum Master, moi, c'est pareil. J'arrive dans le bureau, souvent, le matin, j'arrive au boulot, je m'assois en tailleur sur ma chaise, j'écoute et je façonne ma journée de travail. Je ne sais pas ce qui va se passer. C'est l'équipe qui va me soumettre ses problématiques, ses discussions, ses doutes, et moi je vais en faire quelque chose. Pour la tech, c'est pareil. Alors j'en ai parlé tout à l'heure, mais j'aime bien cet exercice, le coding dojo. Vous pouvez faire du mob programming aussi si vous voulez. J'aime bien le coding dojo. Le côté intelligence collective, un seul clavier, une équipe, on résout des problèmes. Et ça, partager une vision, c'est un des trucs les plus importants sur un projet agile. Si, en tant que dev, vous vous contentez du petit module technique sur lequel vous êtes, je ne veux pas voir le reste de mon application. Moi, ce que je fais, c'est ça. Ça ne marchera jamais. Vous ne serez pas capable de parler avec votre PO, vous ne serez pas capable de parler avec les autres devs de votre équipe, qui eux sont en train de faire un autre truc et qui aimeraient bien avoir des échanges avec vous. Un bon exemple que j'ai de ça, je peux prendre n'importe qui d'entre vous, avec moi en voiture, lui demander de conduire et lui dire « Va à droite, va à gauche, va tout droit. Alors le rond-point, c'est 3e sortie. » Ou alors je peux lui dire on va à Marseille. Alors, le mec il sait aller à Marseille. Hein. Je lui ai donné une vision. Et derrière on peut discuter agilité pendant 3 heures. Ben, ça c'est hyper important. Et la plupart des managers qui viennent nous voir, nous agilistes, etc., en disant mon équipe elle n'est pas motivée. Je sais pas, ils sont mous, ils n'ont pas envie, ils sont nuls. Est-ce qu'ils savent pourquoi ils bossent? Est-ce que vous avez fait cet effort-là, en fait, de leur expliquer pourquoi ils bossent? À quoi va servir leur truc?
C'est pas juste une liste de tâches sur Redmine. Derrière, il y a un produit qui répond à des problématiques pour des clients. Soit on va leur faire gagner du pognon, soit on va leur rendre leur vie plus simple. Mais en tout cas, on va aller résoudre ces problématiques-là. Et souvent, ça c'est totalement ignoré. Sur une des équipes sur lesquelles j'étais, un jour, en démo, on demande à notre PO, avec un petit peu de frustration, mais est-ce que les utilisateurs ils sont contents de l'application? La PO a marqué un temps d'arrêt, il y a eu cette réponse magique. Ça vous intéresse? Non, carrément pas. On y passe 8 heures par jour et on s'en fout complètement. Hein, il se le fait est que la nana elle revenait de Roumanie, elle avait bossé pendant une semaine avec des utilisateurs qui étaient hyper contents parce que l'application elle avait vraiment changé plein de trucs pour eux et les feedbacks ils étaient juste top. Et si on n'avait pas posé cette question-là, on ne serait jamais arrivé à l'équipe de dev. Donc pensez-y, partagez la vision, donnez la vision aux autres si vous l'avez et faites rayonner tout ça. Partager une vision, ça vous apportera le pourquoi. Je ne me suis pas planté dans l'orthographe. Hein. En 2 mots. Pourquoi? Il y a un truc super sur le sujet, ça s'appelle le Golden Cycle, de monsieur Simon Sinek. Il a écrit plein de bouquins, mais si vous voulez gagner du temps, il a fait aussi un talk de 20 minutes sur le sujet. Ça a fait 40 millions de vues. C'est juste magique. Le mec a une énergie de fou. Vraiment, je vous conseille ça. Et en gros, ce qu'il dit, pour le résumer en 3 secondes, c'est qu'on fait tout le temps dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on va construire? Comment? Et des fois, pourquoi? Et oui, commencez par le pourquoi. Après, vous verrez le comment. Et après, on verra ce qu'on construit. Et quand on inverse ce paradigme-là, ça change beaucoup de choses. Alors, je me suis posé cette question. Du coup, est-ce que c'est facile d'être un bon agiliste? Est-ce que ce que je demande à mes devs, c'est quelque chose de simple? Clairement pas. Après, vous pouvez aussi vous contenter de traduire du Word en Java. Moi, ça m'a jamais éclaté. Dans ces cas-là, encore une fois, hein, juste fuyez les projets agiles, c'est pas grave. Mais si vous allez sur un projet agile, on va vous demander à peu près tout ça. Et pour conclure, moi, je vois l'agilité comme une route sur laquelle je chemine tous les jours, et c'est passionnant. Je prends vraiment un plaisir fou sur cette route. Et j'espère sincèrement que vous aurez envie de faire quelques pas dessus parce que c'est une belle route et qu'il y a un beau ciel dégagé à la fin. Et je vous remercie pour votre attention.